Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 50 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Le Canada, ce pays qui me fait rêver, ses paysages, ses grands espaces et sa qualité de vie, mais aussi son ouverture, son respect de l'enfant et du parent, ses accès à la parentalité, ses méthodes d'apprentissage et de pédagogie. Alors je sais que j'idéalise sûrement ce pays. Je sais qu'il a une face cachée qui n'est pas si jolie que ça. Mais j'ai tout de même bien l'impression que dans le cadre de nos familles, c'est un pays safe. Louise et Barbara sont arrivées au Canada un peu par hasard, mais n'en étaient pas à leur première expatriation. Elles se sont rencontrées à Dublin, au sein d'un groupe d'expats. Louise est française, Barbara espagnole. Lorsque le moment arrive de devoir choisir une nouvelle destination de vie, le Canada semble être celle qui remplirait le plus grand nombre de leurs critères. À l'époque, celui de pouvoir faire des enfants n'en était pas un. Et pourtant, au Canada, il leur aura suffi d'aller voir le médecin généraliste et de pousser la porte de la clinique de PMA la plus proche de chez elles, 15 minutes à pied, pour pouvoir concevoir leur petit Alba. 30 ans que la PMA est ouverte aux couples de femmes là-bas. Autant vous dire que c'est devenu très banal. Si banal et si simple que Louise et Barbara, qui avaient tout de même conscience de leur chance, n'avaient pas anticipé pour autant de se heurter aux difficultés de l'administration française pour pouvoir reconnaître Alba en France. Elles le prennent avec philosophie, chaque chose en son temps. Je vous laisse découvrir leur histoire et rêver de ce qui, je l'espère, sera l'avenir de la France. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louise. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Merci à toi. Je t'en prie. On va dire que je suis rentrée dans la brèche. Quand tu m'as écrit pour me dire que tu avais fait un parcours au Canada et me proposer ton témoignage, je me suis dit waouh, là, ça, j'ai jamais enregistré. Et clairement, c'est un autre monde pour nous. Alors même si en France, clairement, on commence à y accéder, à le toucher un tout petit peu du doigt. Bref, ton parcours m'intéressait énormément. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Louise, j'ai 30 ans, donc j'habite au Canada, à Toronto plus précisément. Je précise parce que je sais que ça change en fonction des provinces. C'est pas exactement pareil. Il y a les PMA en Ontario, au Québec, en British Columbia, etc. À la base, je suis originaire de Lyon. D'accord. Et donc, je suis mariée à Barbara, qui est espagnole. On s'est rencontrés en Irlande, où on a vécu toutes les deux. Oh là là, Déjà, il va me falloir une carte. moi j'ai vécu 6 ans en Irlande, Barbara a vécu 10 ans, donc on s'est rencontrés là-bas. Et donc on est arrivé au Canada il y a 2 ans et demi à peu près. D'accord, et Canada britannique, c'est ça, Toronto ? Voilà, Canada anglophone. Anglophone. C'était important pour nous puisque Barbara parle pas français. Ah bah oui. Et donc on est les mamans d'une petite Alba qui vient d'avoir 7 mois. Petit chat. Qui est née au Canada et donc qui est canadienne. Et qui est canadienne, oui, parce que là-bas c'est le droit du sol. Exactement. Donc on a 3 nationalités. Voilà, elle a la nationalité ou c'est que 2 ? Alors pour le moment, elle est uniquement canadienne parce que on s'est pas encore trop occupé des papiers, c'est assez compliqué. On aimerait bien qu'elle ait les 3 passeports, donc français, canadien, espagnol, jusqu'à ses 18 ans. Et par contre, à ses 18 ans, elle devra choisir entre 2. Donc je pense qu'elle gardera le canadien et après elle prendra un européen, celui qu'elle souhaite, quoi. Oui, voilà, c'est vrai que le passeport canadien, il vaut mieux le garder. Ouais, c'est ça, c'est utile. Exactement, il est trop précieux celui-là. Ouais, quand on voit à quel point c'est compliqué parfois de faire les papiers pour immigrer, etc. On se dit qu'elle a de la chance. Ouais, clairement, cette petite Alba. Impeccable. Et alors donc, tu m'as dit que vous vous étiez rencontrés en Irlande. Est-ce que tu peux me raconter votre rencontre ?
Exactement. Donc moi j'ai fini mes études en fait. J'ai fait ma dernière année à Dublin. J'ai commencé à travailler là-bas. Au bout de quelques années, je commençais à avoir un peu envie de rentrer. J'ai commencé à postuler même en plus sur des offres à Paris, etc. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Barbara. Et je me suis dit, arrête de postuler un peu, on va voir comment Tu ça l'as se passe. senti, tu l'as senti. Ouais, je l'ai senti. Ça se passait bien. Donc, je me suis dit, bon, on va voir comment ça se passe. Et puis finalement, bon, ça s'est super bien passé. Donc je suis restée à Dublin avec elle. On savait toutes les deux qu'on voulait pas faire notre vie à Dublin, qu'on était juste là en fait pour un passage. Un passage assez long, hein, puisque Barbara, quand on est parti, ça faisait 10 ans donc qu'elle était à Dublin, moi ça faisait 6. Mais voilà, on savait toutes les deux que on allait faire notre temps à Dublin, que c'était bien pour commencer un peu nos carrières, mais qu'au bout d'un moment on aurait envie de partir. Et vous étiez arrivés comment à Dublin? J'avais fini mes études en fait, je faisais ma dernière année d'études là-bas. Et elle était venue pour faire 1 an dans une association. D'accord. Payée, rémunérée. Parce qu'en fait, elle travaille dans une NGO, enfin ONG. D'accord. Elle travaille dans une ONG. Et donc, en fait, c'était un programme d'échange avec une organisation en Espagne qui lui permettait de partir 1 an à Dublin. Elle était logée et elle avait une petite rémunération. Et à la fin, en fait, ils lui ont proposé de rester en contrat permanent. Et c'était en plein milieu de la crise en Espagne. Donc, elle s'est dit que c'était une opportunité qu'elle n'aurait pas forcément en Espagne. Donc, elle est restée. Puis, elle se plaisait aussi dans le pays. Et puis, voilà, une chose en entraînant une autre, elle a grandi un petit peu dans l'organisation. Elle est devenue manager, ça se passait bien. Donc, en fait, elle est restée. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. D'accord. Et donc, du coup, elle est restée. Et donc, du coup, elle est restée. Moi, j'ai changé de travail, mais je suis restée aussi à Dublin quelques années de plus. Et donc, moi, j'avais commencé à travailler dans une toute petite entreprise française. On était 4 CDI. Enfin, vraiment, on était entre nous. Ouais, c'est clair. Quand j'ai rencontré Barbara et que je me suis projetée un petit peu plus longtemps sur Dublin, là, j'ai changé d'entreprise et je suis allée dans un groupe, une boîte américaine, mais qui, du coup, a des bureaux un petit peu partout. Ça aura son importance pour la suite puisque c'est eux qui m'ont transféré, en fait, au Canada. Donc, c'est grâce à eux qu'on a pu partir. Ok, sur une expatriation, ok. Ouais, accompagnée, du coup, par mon entreprise. Ouais, génial. Ouais. En fait, à Dublin, au bout d'un moment, en fait, c'est souvent le cas quand on est expat, on a souvent des groupes d'amis qui sont pas forcément du pays. On entraînait avec des gens qui étaient français, mais espagnols également, enfin un petit peu toutes les nationalités. Et c'est des gens qui restent pas forcément très longtemps, donc on a souvent des vagues de départ en fait. Ouais. Moi, j'ai une grosse vague de mes amis très proches, beaucoup qui sont partis d'ailleurs en Espagne, à Barcelone. Et c'est un peu à ce moment-là où on s'est dit bon, on est peut-être à la fin d'une période, c'est peut-être le moment pour nous de partir. C'est la fin d'un cycle. Où est-ce qu'on part? À ce moment-là, on avait l'idée de fonder une famille plus tard, mais c'était pas dans notre projet. Enfin, c'était pas pour le moment super important pour nous. On voulait pas choisir notre destination en fonction de ça. On voulait juste un pays anglophone pour qu'on puisse toutes les deux travailler. Parce que moi, mon espagnol, bon, je travaille un petit peu maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, c'était vraiment un peu cata. Et donc, on s'est dit, bon, ok, où est-ce qu'on part? Et en fait, le monde n'est pas si grand. On s'est dit, l'Australie, ça ne tentait pas trop, puis c'était quand même très loin. On n'avait pas trop d'intérêt de partir à Londres, surtout avec le Brexit. Et puis, on s'est dit, ça va être à Dublin, mais en plus grand. Ouais, c'est vrai que c'est un peu proche. Ouais, c'est ça. Les États-Unis nous attiraient moins, et puis il y avait les problèmes de visa aussi. On commençait à s'intéresser au Canada, et à ce moment-là, il y a un poste en fait qui s'est ouvert dans mon équipe sur le bureau de Toronto. Dans cette fameuse petite... Ah non, excuse, t'étais déjà dans l'entreprise américaine. Ouais, exactement, ouais. C'est ouais, pour ça que c'est beaucoup plus pratique. Et ouais, t'as dû sauter dessus. Ouais, surtout qu'ils cherchaient quelqu'un qui parlait français. Waouh. Pour travailler avec le Québec également. D'accord. Et ils avaient du mal à trouver un francophone à Toronto. C'est un atout d'ailleurs à Toronto de parler français, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des gens qui parlent à la fois anglais et français pour travailler à la fois avec le Québec et le reste du Canada. D'accord. Donc on s'est dit, c'est peut-être un signe. Et donc on a foncé sur l'occasion, sauté sur l'occasion plutôt. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai candidaté au sein de mon entreprise. Ils m'ont assez rapidement dit oui. Mais par contre, entre le process RH qui a été hyper long, je pense que ça a mis à peu près 6 mois, et après le process d'immigration qui a été hyper long aussi, qui a mis aussi à peu près 6-7 mois. Wow. Il y a eu un peu plus d'un an en fait, entre le moment où j'ai postulé et le moment où on est parti. D'accord. Je suis partie sous un visa qui s'appelle la mobilité francophone, qui est en fait pour les gens... En fait, le but c'est de promouvoir la francophonie en dehors du Québec.
Donc en fait, il faut une offre d'emploi et parler français. Donc D'accord. c'est un contrat, enfin c'est un visa qui est assez peu connu, mais hyper pratique. Bah ouais, tu m'étonnes. Enfin, pour nous, en tout cas français, c'est Ouais, hyper c'est ça, pour pratique. les Français qui sont intéressés par le Canada et qui veulent pas forcément aller au Québec. Mmh. Se pencher sur la mobilité francophone, c'est une bonne idée. C'est moins Oui, aléatoire c'est que le clair. permis vacances-travail, qui est un tirage au sort et qui est plus difficile à avoir. Et en plus, il me semble qu'il y a une limite d'âge, ce qui n'est pas le cas avec la mobilité francophone. Oui, je crois. Mmh. Donc, alors c'est pas un visa techniquement, c'est un permis de travail. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Et du coup, pendant cette Mmh. année d'attente, on avait déjà parlé, on savait qu'on voulait des enfants. Et en fait, ce désir de fonder notre famille a vraiment grandi pendant cette année. Je pense que le fait qu'on se projetait déjà à déménager ensemble, à faire un peu ce saut de partir au bout du monde ensemble, on s'était dit bon bah on sait que notre histoire est partie pour durer. Ça faisait trois ans, je pense qu'on était ensemble à ce moment-là, 3-4 ans. Mmh. Et du coup, on parlait de plus en plus de fonder une famille, qui fait que quand on est arrivé à Toronto, en fait, on était vraiment motivés. Vous avez commencé par pousser la porte d'une clinique. Exactement. Et non, mais on s'était dit ok, on arrive, on s'installe et on regarde comment ça se passe. Mais en plus, pour le coup, enfin, je sais pas si vous vous étiez renseigné, mais bon, l'accès au Canada, il était déjà fait. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, on s'est dit, quand on est parti pour le Canada, on s'est dit, bon, bah, en plus, c'est pratique parce que le Canada, c'est super, enfin, ils sont super en avance là-dessus, il y aura pas de problème, on Ah n'aura ouais, pas à c'est aller dans le clair. pays voisin, on n'aura pas à voyager, si on veut fonder une famille, ce sera pratique. Mmh. Donc, c'était pas ce qui avait motivé notre décision initiale, mais quand on a pris notre décision, on savait que c'était quelque chose qui allait être positif pour nous par la suite. Bah oui, c'est sûr. Et du coup, quand on a commencé à se pencher un petit peu sur bah, comment ça se passait, parce qu'en fait, on n'en avait aucune idée. Même moi, je m'étais jamais trop renseignée sur les PMA. Pour moi, dans ma tête, il y avait que la FIV, par exemple. Enfin, vraiment, j'y Ouais. connaissais rien. Oui, bah après, quand tu es pas dedans, Ouais, tu es pas dedans, quoi. C'est normal. exactement. Et d'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert ce podcast, en me renseignant un petit peu, et ça m'a beaucoup aidé pour comprendre un peu comment ça se passait un parcours. Oh, génial. Donc, merci. Bah de rien. Avec plaisir. Et du coup, on s'est renseigné et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de consultations. Enfin, en fait, toutes les consultations médicales étaient remboursées à partir du moment où on avait l'OIP, qui est l'équivalent de la carte vitale en Ontario. Ah d'accord. Moi, j'avais immédiatement accès à l'OIP parce que j'étais déjà dans mon entreprise en fait, et j'étais sur un Mmh. contrat qui durait depuis quelques années déjà pour Barbara, et c'était important pour Barbara parce qu'on savait que ça allait être Barbara qui allait porter l'enfant. Il fallait qu'elle travaille depuis de mémoire 3 mois. Donc on s'est dit parfait, c'est un bon rythme, on s'installe, elle trouve un travail, elle travaille pendant 3 mois, et après à ce moment-là on verra, on commencera les démarches. Parce que du coup, vous deviez y avoir, toutes les 2 accès pour pouvoir avoir, une prise en charge globale de la PMA? Alors du coup, comme on voulait que ce soit Barbara qui porte, D'accord, OK. c'était elle qui allait passer les examens, c'était elle qui allait avoir les prises de sang, le suivi médical, etc. Donc c'était important que ce soit elle qui soit couverte. Moi, c'était moins Ouais, bah oui. important Mmh. parce que moi j'accompagnais juste en fait. C'est une partie importante. Oui, c'est une partie très importante, capitale. On est d'accord. Mais du coup, pour le remboursement, fallait que ce soit sur Barbara. Ouais. Et donc elle a trouvé. Donc nous, on est arrivé fin septembre, et début novembre, elle commençait un nouveau travail. Elle a trouvé super rapidement dans sa branche. Excellent. Donc on a eu du bol. C'était avant la pandémie. C'était en période où c'était encore assez facile. Et donc je crois que fin janvier, début février, quelque chose comme ça, on a commencé les démarches. D'accord. Donc ça allait assez vite puisque finalement on est arrivé au Canada mi-septembre, fin septembre, et au début de l'année suivante on se lançait dans notre PMA. OK, oui, effectivement, ça a été relativement rapide. Ouais, on était motivés. Oui, bah, en même temps, vous aviez eu le temps d'y réfléchir. Exactement. Et alors, ça se passe comment au Canada, la PMA? La première étape, c'est d'aller chez un médecin généraliste qui doit nous recommander en fait auprès d'une clinique. Mmh. Donc on est allé chez un médecin qu'on a trouvé à côté de chez nous. Il pose 3 questions: «Comment ça va? Vous voulez avoir un enfant? OK, super, ah bah, bonne chance à vous». Il demande un petit peu si on a un projet familial un peu fixe, voilà. Il s'assure que c'est réfléchi, mais ils ont pas du tout de jugement à émettre. Par exemple, pour Barbara, ils lui ont juste demandé: «Bon, est-ce que vous, parce que Barbara allait sur ses 35 ans. Mmh. Il lui disait: «Bon, bah, j'espère que vous faites pas ça par rapport à l'âge, puisque vous avez encore le temps devant vous, enfin, vous avez pas besoin de vous presser». Ils ont juste validé la motivation. Ah, ils sont hyper Ils ont été rassurants. rassurants, et puis après ils ont dit: «OK, bon, bah, bonne chance, super». Mmh. Donc là, ils nous ont référés auprès de 2 cliniques qui nous ont toutes les 2 rappelées assez rapidement sur Toronto. Donc nous on les a juste tapés sur Google. On a regardé un petit peu, ben, où elles étaient situées, et puis
les avis Google. C'est un Mhm. peu idiot, mais Ah non, c'est c'est pas un idiot. peu le truc qu'on C'est avait très important. avant. Il y en a une où j'ai l'impression qu'ils étaient toujours en retard pour leur rendez-vous et les autres, ça allait. Donc on a pris la clinique qui était à l'heure et qui était en plus, qui avait le gros avantage d'être à 20 minutes à pied de chez nous. Ah oui, non, mais c'est pas un avantage à ce rythme-là, à ce stade-là. Ouais, c'était luxe pour nous parce qu'on savait qu'on allait devoir faire pas mal d'allers-retours Ouais, ouais. et c'est vrai que c'était juste à côté, quoi. Donc ça, c'était C'est un peu le rêve, super. hein, pour nous Françaises, parce que même si, Ouais, on a souvent maintenant on a les sécos, mais des fois les sécos, ils sont quand même à 1 heure et demie de route, quoi. c'est vrai. Et puis j'y pensais souvent en fait quand on y allait. Je me disais, mais je pense si on avait été en France, devoir aller, enfin, de devoir aller en Espagne pour aller à la clinique, c'est quand même une sacrée organisation. Alors que nous, on a vraiment la chance. Enfin, c'est là où j'ai vraiment réalisé la chance qu'on avait d'être au Canada et Mmh de pouvoir le faire dans des conditions pareilles. mh. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc après, la clinique qu'on a choisie nous a envoyé, ça j'avais trouvé ça super sympa, nous avait envoyé un petit questionnaire pour savoir un petit peu nos préférences de communication. Donc il nous disait, parce qu'il nous avait pas encore assigné à 2 médecins, il nous disait: «Est-ce que vous préférez être avec quelqu'un qui va vous donner énormément de détails ou quelqu'un qui va vous donner vraiment l'essentiel? Est-ce que vous préférez être avec quelqu'un qui va vous recommander, on va vous diriger un petit peu vers un choix ou vers quelqu'un qui va juste vous donner des informations et va vous laisser choisir? Est-ce que vous préférez être avec quelqu'un qui met les formes ou quelqu'un qui est plus direct?» Enfin vraiment, c'était un peu comme un peu comme sur Tinder où on donnait un petit peu nos préférences et après ils nous avaient envoyé un mail en disant: «On a trouvé votre médecin». Excellent. Donc j'étais là: «Super». Enfin, j'avais trouvé ça assez sympa comme approche. Mais ouais, c'est clair. En fait, tu choisis les critères de ton médecin avant de choisir les critères de ton donneur. Ouais, C'est excellent. exactement, ouais, ça commençait dès le début. Mmh. Donc ils nous ont assigné un médecin qui était super, avec qui on s'est très bien entendu. Comme quoi ça fonctionne leur Donc voilà, questionnaire. ça a fonctionné. Je sais pas si c'est grâce au questionnaire, mais en tout cas, c'était très bien. Excellent. Et donc on a eu notre premier rendez-vous, je crois fin février, début mars 2020. Mmh. Et c'est là où on a eu de la chance, c'est que du coup, on a fait le rendez-vous. Donc premier rendez-vous où on a expliqué notre parcours, où on a expliqué que c'était Barbara qui allait porter notre bébé. Mmh. Enfin, on souhaitait que ce soit Barbara. Après, bien sûr, on savait pas encore. Fallait qu'on fasse des tests, etc. Mais notre préférence. Mmh. Moi, à ce moment-là, en fait, j'ai un syndrome d'ovaire polycystique, donc je prenais la pilule. Mmh. Donc, on a décidé de faire les tests uniquement à Barbara, puisqu'ils ont dit que ça servait un petit peu à rien de faire des tests sur quelqu'un qui prenait la pilule. On n'allait pas pouvoir voir grand-chose. Ouais. Donc, on s'est dit bon, on teste Barbara. Si les tests sont positifs, on continue avec Barbara. Et puis, sinon, on avisera. Et qu'est-ce qui a fait que votre choix s'est porté sur Barbara? Plusieurs choses. Alors moi, j'étais pas trop sûre de vouloir être enceinte. Mmh. Barbara, elle, avait vraiment le désir d'être enceinte. Ouais. Assez naturellement, on s'était plus dit que ce serait elle. Et puis Barbara a 5 ans de plus que moi aussi. Donc on s'est Ouais. dit que si on veut plusieurs enfants, ce serait peut-être plus naturel qu'elle commence et que j'y aille après, Mmh. que je porte le deuxième. Donc moi, j'étais contente que de pouvoir observer de près une grossesse. Bah oui. Et puis elle se sentait de le faire. Elle avait vraiment envie d'être enceinte, donc ça nous a paru, Donc c'était naturel. naturel. Ouais. Ouais. Et donc on s'est tourné vers ce qui s'appelle IUI en anglais, donc c'est l'insémination. D'accord. On avait pensé un petit peu à la repas à un moment. Finalement, ça nous paraissait quand même vraiment médicalisé, enfin trop médicalisé pour ce qu'on recherchait, plus cher parce que c'était pas remboursé alors que l'IUI était complètement remboursé. D'accord. Et puis moi, ça me dérangeait pas de pas avoir ni les gènes du bébé ni le porter. Enfin, c'était pas du tout. Je savais que j'allais me sentir maman quand même, Ah, ça c'est donc chouette. c'était pas du tout quelque chose qui nous dérangeait de passer par l'insémination. D'accord. Et donc ils ont fait faire les tests à Barbara. Ouais, ils ont fait donc prise de sang. Ils ont regardé si ses trompes étaient bien ouvertes Mmh. et ils ont fait ce qu'ils appellent le cycle monitoring. Donc en fait, quand elle a ses règles, elle va à la clinique tous les 2-3 jours Mmh. et ils observent en fait l'évolution de son ovulation et exactement quand elle ovule, à quel moment. D'accord. Donc on a fait un cycle comme ça, début mars, et je crois que 2 jours après, tout a fermé. Ah bah Tout oui, a c'est vrai, fermé avec le d'accord. Covid. On a vraiment eu de la chance, on est passé juste avant. Ouais, c'est pile entre les mailles du filet, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, au final, ça nous aura quand même ralenti puisque même si on avait fait les tests, après, on pouvait pas continuer puisque la clinique a fermé. Ils nous ont envoyé un mail en nous disant que tout avait été mis en attente Mmh. jusqu'à nouvel ordre, qui reviendrait vers nous. Mais en attendant, les tests étaient faits, donc nous, ça nous est déjà une étape de passer. Et puis on savait qu'on avait juste à attendre après que Oui, la c'est ça, que situation ça se calme réouvre un en petit peu. fait. Oui, voilà.
D'accord. Et les tests ont montré que Barbara pouvait porter votre bébé? Voilà, donc après ils nous ont rappelé, on était toujours en confinement, mais eux ils travaillaient de chez eux. Mmh. Donc ils nous ont rappelé je pense en avril ou en mai, en nous disant que les tests, de Barbara étaient vraiment positifs, que, ils voyaient pas de soucis, que ça allait bien. OK. Donc ça, c'était la bonne nouvelle et après ils nous ont dit que les étapes suivantes, donc c'était le choix du donneur Mmh. et un appel de 2 heures avec, alors en anglais ça se dit counselor, je sais pas comment le traduire, peut-être conseillère. Ouais. C'est pas une psy, mais c'est quelqu'un, qui va nous guider un petit peu sur, des problématiques, liées à la PMA. Un peu votre référent, quoi? Ouais, ça c'est obligatoire pour toutes les personnes qui font des PMA au Canada, que ce soit les couples, D'accord. hétéros, homosexuels, enfin c'est pour tout le monde Mmh. et c'est le seul truc qui était pas remboursé. C'est le seul D'accord. rendez-vous qui était pas remboursé, OK. Mais c'est obligatoire? mais c'est obligatoire. OK. Donc on a booké ce rendez-vous, début juin. Donc là, ça faisait déjà 6 mois qu'on était en parcours avec du coup Bah oui, du confinement. Covid au milieu. Ouais, c'est ça. Et entre-temps, la clinique nous a envoyé 3 banques de sperme, 3 sites internet de banques de sperme aux États-Unis. D'accord. Parce que au Canada, alors il me semble que c'est la même chose en France, les donneurs ne sont pas rémunérés Oui, tout et à du fait. coup, il y a très, très peu de donneurs canadiens. Mmh. Donc ils ont l'habitude de travailler, ils travaillent même plus avec les banques, canadiennes, ils travaillent directement avec les banques américaines. Ouais, bah, en même temps, s'ils sont sûrs d'avoir du stock, c'est peut-être le plus simple. Oui, voilà, c'est ça. Ils disaient c'est plus simple. En plus, ça fait un moment qu'ils travaillent ensemble, donc ils ont déjà leur circuit. Et est-ce que c'est comme en Belgique où il me semble qu'il n'y a pas de, enfin, en fait, ils conservent les donneurs belges pour les Belges et ils imposent aux étrangers de passer par les banques danoises? Alors, par exemple, quand on était sur les sites, il fallait qu'on coche Canadian Compliant parce D'accord. que le Canada a certaines obligations qui n'existent pas forcément aux États-Unis. D'accord. Ils ont certains critères qui sont un peu plus durs au Canada et donc tous les donneurs qui étaient éligibles aux États-Unis ne l'étaient pas forcément au Canada. D'accord. Mmh. Donc ça, c'était la seule chose à laquelle il fallait qu'on fasse attention. Donc ça réduisait un petit peu le bassin de candidats, mais vraiment, c'était pas énorme. Mmh. Et après, il y a une histoire de volume de famille aussi. Il y a un certain nombre de familles qui peut être créé aux États-Unis et un certain nombre de familles qui est du coup plus petit, puisque le Canada est un pays plus petit, qui Mmh. peut être créé au Canada avec un même donneur. Donc il y avait parfois des donneurs qui étaient en ligne, Mmh. mais qui avaient plus de familles possibles au Canada, Ouais, pour éviter la consanguinité. parce qu'ils avaient déjà atteint un maximum. Je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est pas énorme. Je suppose que vous avez passé des heures à éplucher tout ça? Exactement, donc on s'est inscrit sur les 3 sites, on a commencé à éplucher. Moi, j'avais des critères en tête hyper précis, parce que Barbara est brune aux yeux marrons. Mmh. Moi, je suis blonde aux yeux bleus, donc j'étais là, OK, il nous faut un donneur blond aux yeux bleus, Mmh. si possible avec des origines européennes ou françaises, ce serait parfait. Enfin, vraiment, je voulais un petit peu Ouais. un «mini moi» entre guillemets Bah, c'est cohérent, hein. et en fait, il y avait des banques sur lesquelles on pouvait voir les photos adultes. D'accord. On avait des différents niveaux d'information Mmh. en fonction des sites et des banques, mais la banque qu'on a choisie à la fin, avec notre donneur, on a des photos de quand il est bébé jusqu'à ses 25 ans, je crois, parce qu'il avait 25 ans au moment du don. Un dossier médical complet, des informations sur ses parents, ses grands-parents, ses sœurs, enfin frères et sœurs. Il a écrit une lettre, Mmh. on a pu lire, on connaît ses goûts, ses lectures, ce qu'il aime écouter comme musique, quelle est une bonne journée pour lui, enfin une journée parfaite, etc. Mmh. Donc moi au début j'étais dans mon truc, ok, un donneur blond aux yeux bleus, etc. Quand on a commencé à se lancer dans la recherche du donneur, peu de temps après, on a eu ce rendez-vous avec le counselor, Mmh. enfin la counselor, une femme, et elle nous a demandé, ok, est-ce que vous avez commencé un petit peu à regarder le donneur? Et donc moi je lui ai dit que un petit peu mes critères, enfin nos critères. Mmh. Et elle nous a dit attention, le donneur que vous allez choisir, plus tard votre enfant va vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ce donneur. Et ça va être une réponse qui va être très importante en fait pour votre enfant. Et si vous répondez on a choisi un donneur parce qu'il était blond aux yeux bleus, c'est pas une raison qui va le satisfaire. Ouais. Il va falloir trouver des réponses un peu plus profondes et réfléchir à pourquoi est-ce que vous prenez ce donneur plutôt qu'un autre. On n'est pas au supermarché, voilà. Oui. Et c'est vrai qu'en fait ça nous a énormément aidé par la suite. Et en fait on a pris un donneur qui a rien à voir avec mes traits physiques. Mais en fait quand on a lu sa lettre, sa lettre nous a touchés.
Quand on a lu un petit peu sa description, ce qu'il aimait faire, etc., c'est des choses dans lesquelles on s'est retrouvés. D'accord. Et ce qu'elle nous a dit également, c'est est-ce que vous voulez prendre le même donneur pour l'ensemble de vos enfants, Oui, important. si vous en voulez plus d'un, Mhm. et est-ce que ça va être Barbara qui va porter tous les enfants? Et en fait, comme on s'est dit, peut-être que je porterai le deuxième ou le troisième, on sait pas. Mhm. Ça servait et qu'on s'est dit, ce serait en effet bien d'avoir le même donneur. Ouais. Et ça aussi, on était un petit peu aiguillés par la conseillère. Mhm. On s'est dit, en fait, ça sert à rien de partir sur un donneur qui a exactement mes caractéristiques physiques, parce que ça aura rien, le donneur aurait rien en rapport après plus tard avec Barbara. Avec Barbara. Mhm. Donc on s'est dit, ok, on s'arrête pas sur le physique. Bon, bien sûr, il faut que sur les photos, on ait une affinité quand même physique avec le donneur. Hein, c'est quand même 50% du DNA, de l'ADN de notre enfant. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus attaché sur ce qu'il aimait faire, sur ses appétences, etc. Et du coup, j'adore notre donneur en fait. Je suis très en paix avec notre donneur. Je trouve qu'on a trouvé l'impression que c'est quelqu'un de super. Mhm. Et c'est vrai qu'aussi la question de garder le même donneur si on veut avoir plusieurs enfants par la suite, on s'est dit que c'était bien dans la mesure où on souhaitait avoir un donneur non anonyme. D'accord. C'est-à-dire que nos enfants puissent, à leurs 18 ans, nous contacter. On s'est dit, avec un même donneur, les enfants auront la même expérience. Si l'ensemble des enfants souhaitent contacter le donneur, au moins, si le donneur est nul, est pas sympa, est froid, etc., ne veut pas leur parler, au moins ils auront la même expérience, ils pourront partager ça et se soutenir. Et au contraire, si le donneur est super, qu'ils vont boire un café, etc., ils pourront également partager ça. Et donc on s'est dit que ce serait bien qu'on ait le même donneur. C'est un petit peu ce qui a aiguillé notre décision. Oui, mais ça se comprend complètement. C'est vrai que je pense que pour eux, c'est pas mal de se retrouver tous, tu vois, de vivre la même expérience, de pas se sentir, parce que imagine, il y en a un qui a un donneur qui est super cool, un autre, le donneur veut pas du tout de contact. Exactement. Ouais, c'est plus difficile. Ouais, ça s'entend, hein, vraiment ça s'entend. Après, chacun fait ses choix, mais je comprends ton raisonnement. Oui, et après on fait comme on peut. Nous, je sais qu'on a on a stocké un peu de notre donneur après que Barbara soit tombée enceinte. On espère que ça sera suffisant pour la suite de la descendance. Après, si on n'a plus de stock, on n'a plus de stock. Alors je sais que quand il y a déjà un bébé fait dans une famille, ils peuvent recontacter le donneur en disant que la famille souhaite le réutiliser. Donc si le donneur est entre guillemets retraité, comme ils appellent, ils peuvent essayer de le faire sortir de sa retraite pour une famille qui a déjà des enfants. D'accord. Mais on n'est pas à l'abri que le donneur refuse, soit à l'autre bout du pays, surtout aux États-Unis, il peut être loin, il peut avoir déménagé. Ouais, complètement. Et il n'y a pas la possibilité de revenir dans la clinique. Voilà, c'était l'un des sujets qu'on avait touché, qu'on avait abordé avec la conseillère. Et vous aviez stocké combien de paillettes, du coup? Du coup, quand on a choisi le donneur initialement, on en avait acheté 4. On a mis 2 essais pour avoir Alba. Et donc, on en a racheté 3, il me semble. D'accord, ok. Donc là, on en a 5 en stock. Oui, donc bon, vous avez quand même de quoi voir. Oui, après, on sait pas, hein. Non, on sait pas. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois que vous avez choisi votre donneur, donc ça, c'est à votre charge complètement, en fait, hein, l'achat des paillettes, c'est vous qui gérez l'achat et vous les faites livrer à la clinique, c'est ça? Exactement. Et c'est également, donc les 2 choses qui sont pas remboursées, c'est l'achat des paillettes, puisque c'est aux États-Unis, la livraison et le stockage, et donc ce rendez-vous avec cette conseillère, ce rendez-vous qui dure à peu près 2 heures. D'accord, ok. Sur lesquels on avait on avait abordé les sujets du donneur, on avait abordé les sujets comme le choix, par exemple, moi elle me demandait un petit peu quelles étaient nos peurs ou nos inquiétudes, etc. Et moi, il y a un truc qui me faisait peur, je sais pas pourquoi, c'était la fête des pères à l'école. J'avais peur que un jour elle aille à l'école et qu'elle revienne en larmes en disant on a fait la fête des pères. Je savais pas que c'était une fille à l'époque. Oui. Qu'il ou elle revienne en larmes en disant j'ai pas de papa. Et elle nous disait mais ça, déjà, c'est de plus en plus courant, les enfants qui n'ont pas de papa, déjà parce que la PMA est autorisée au Canada depuis pas mal d'années maintenant, parce qu'il peut y avoir des parents divorcés avec un papa qui habite loin, parce qu'il peut y avoir des parents qui sont décédés, etc. Donc les écoles font quand même moins la fête des pères ou la fête des mères que moi, quand j'étais petite, je savais que j'y ai jamais échappé. Oui, c'est vrai. Et elle disait, mais ça, par contre, vous pouvez vraiment le demander. C'est ce qu'elle avait fait, par exemple, en mettant ses enfants à l'école. Comment est-ce que vous gérez la fête des pères? En général, ils font, par exemple, c'est plus vraiment une fête des pères, on fait un petit dessin pour un parent, un ami de la famille, quelqu'un qui est proche de notre cœur, par exemple.
Donc ces choses, et elle avait dit, n'hésitez pas à demander dans les écoles, est-ce que vous avez d'autres familles homoparentales, enfin ce genre de questions. Et comme ça, si vous hésitez entre deux écoles, et ben ça pourra un petit peu vous aider de savoir que il y a déjà des enfants qui sont issus de familles homoparentales dans les écoles. Donc, on avait touché ces sujets-là, on avait parlé du choix du donneur, est-ce qu'on en avait déjà parlé à notre famille, par exemple, de notre projet de parentalité, est-ce qu'on avait peur du rejet de nos parents. Donc nous, c'était pas le cas, mais je sais qu'elle aurait pu nous conseiller sur comment gérer, par exemple, les relations plus tendues avec les grands-parents, si jamais les grands-parents étaient pas forcément contents du projet familial homoparental. Elle touche vraiment à beaucoup. Elle va dans le détail en fait. Elle touche vraiment de façon assez large en fait, des sujets assez larges. Exactement. Et moi, c'est un rendez-vous qui me faisait un peu peur au début, parce que j'avais peur que, enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, c'était vraiment hyper intéressant. On avait vraiment touché plein de sujets, vraiment au cœur de la PMA sur lesquels on se posait pas forcément de questions avant. Quand on parlait à l'enfant, comment lui en parler. Elle nous avait donné des lectures, enfin des idées de lecture pour bébé, pour expliquer un petit peu comment on avait conçu. C'était vraiment génial. Et de toute façon, elle avait commencé l'entretien en disant, moi, je suis pas là pour vous juger. Je suis pas là pour dire oui ou non vous allez devenir parent. Enfin, le choix vous l'avez déjà fait. Moi, je suis juste là pour vous aiguiller sur certains sujets et puis pour discuter avec vous de choses que vous avez en tête et de questions que vous pouvez avoir. Donc, c'était vraiment très bien. J'avais vraiment adoré cette session. Ça m'a vraiment rassurée sur le parcours. Est-ce qu'elle vous a proposé de la revoir? Il me semble à la fin, ouais. D'accord. Vous pouvez la revoir après. On n'en a pas senti le besoin, mais c'était possible. Ouais, non, je pensais peut-être plutôt même post PMA, après la naissance de l'enfant, si d'autres questions peut-être pouvaient être soulevées, tu vois, des fois ça peut être possible. Tout à fait. Bon, on a son numéro, d'ailleurs, on pourrait très bien la recontacter. Ah oui, donc voilà, oui, vous avez son numéro. Ok. Ouais. Et donc, suite à cette séance-là, donc avec la, comment tu dis, conseillère, quand tu... Ouais, conseillère, on l'appelle comme ça, enfin, je sais pas, je l'appelle comme ça, mais c'est bien ça. Je préfère conseillère psy. Donc elle, en fait, après, elle te donne pas de validation parce que c'est pas son rôle, mais par contre, ça valide quand même le projet. Enfin, une fois que tu es passé par là, hop, tu peux passer à l'étape suivante. Après, elle avait quand même envoyé un petit résumé à notre clinique en disant, je les ai rencontrés, c'est un jeune couple dynamique, je sais plus ce qu'elle avait dit, on a parlé, leurs familles sont au courant, qu'elles sont le projet de fonder une famille. Nos familles savaient pas exactement où on était de notre projet, mais elles savaient on savait qu'on avait leur soutien, donc ça, on avait de la chance, mais elle l'avait précisé. Elle avait un petit peu fait un résumé des sujets qu'on avait abordés pendant la séance. D'accord. Et elle vous mettait en copie du mail envoyé à la clinique. Exactement. Donc nous, on avait eu aussi la copie du rapport. D'accord, ok. Donc au moins pas de... Enfin, oui, c'était assez transparent. Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, à partir de là, il se passe quoi? À partir de là, nous, on a sagement attendu que le Covid se calme un petit peu. Oui, il y avait toujours le Covid dans l'histoire. On était toujours en juin. Nous, on a eu un confinement qui était hyper long. Et je crois que mi-juin, ça a réouvert. Tout a réouvert. Ils nous ont envoyé un mail en nous disant on peut se lancer. Donc, il fallait qu'on attende un cycle de Barbara. Et nous, à ce moment-là, donc ça a dû rouvrir, je pense, mi ou fin juin. Et nous, en juillet, on est partis en vacances. Donc on s'était dit, est-ce qu'on essaye de faire, parce que on avait regardé un petit peu quand elle allait avoir ses règles, on s'est dit, on peut peut-être en faire un juste avant qu'elle parte en vacances, mais qu'on parte en vacances, mais du coup on va y penser pendant toutes les vacances. C'est sûr. Voilà, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour profiter à fond. Donc on s'est dit non, on se fait des dernières vacances tranquilles, toutes les deux, on profite à fond et à notre retour on se lancera. D'accord. Et donc du coup on a fait un premier essai en août 2020, sachant que moi, j'ai pu l'accompagner à aucun essai à cause du Covid, donc j'attendais dehors. À cause du Covid. On a fait un essai en août 2020. Moi, j'étais persuadée que ça allait marcher. Je sais pas pourquoi je le sentais. J'ai vraiment pas un instinct dingue. T'avais envie. Non, mais quand on se lance là-dedans, on a juste envie. Enfin, tu vois, on y croit et on a de l'espoir et c'est normal. Hein. Ouais, on y croit dur comme fer. Moi, j'étais assez bon, t'es enceinte. Sachant que j'ai trouvé que l'essai était très peu médicalisé. J'ai vu passer sur les réseaux, etc., des histoires où les futures mamans doivent se faire des piqûres tous les jours. Vous n'aviez pas de stimulation 10 jours ou une semaine, je sais plus. Non, nous on avait eu juste une la veille pour être sûr que l'ovulation se déclenchait pour le lendemain. Mais sinon, on n'avait pas fait de stimulation. Ils n'avaient pas jugé ça utile en voyant les résultats de Barbara. Ils se sont dit, si vous voulez pas faire de stimulation, on n'en fait pas. Vous avez quand même des résultats qui sont assez positifs, donc on devrait pouvoir le faire. D'accord, ok. On n'en avait pas fait. Le premier essai, j'y croyais dur comme fer. Ça n'a pas marché. Bon, tristesse, mais bon, on s'était dit, statistiquement, on pouvait également s'y attendre. On voulait faire un deuxième essai le mois suivant.
Malheureusement, il y a eu un micmac avec la banque de sperme aux États-Unis qui a oublié d'envoyer l'échantillon à la clinique. Donc il y a eu un problème de communication. Bah oui, tu m'étonnes. Donc ça va pas, ça va pas marcher. Ah, l'enfer. Enfin, pardon, mais quand c'est juste une question de... Non, mais surtout que on était prêtes. Parce que quand on fait le cycle monitoring, on va à la clinique tous les jours. Donc heureusement, on travaillait de la maison à ce moment-là, grâce au Covid. Donc c'était plus pratique pour se rendre à la clinique le matin et commencer le travail un petit peu en retard sans que ça pose de soucis. Mais du coup, c'est une semaine aller à la clinique tous les 2-3 jours pour vérifier que tout va bien. Psychologiquement, on se préparait pour l'insémination et en fait, la veille, on vérifiait auprès de la clinique, ils ont bien reçu l'échantillon. Ils étaient là, ah non, on n'a rien reçu, c'est vrai ça. Donc j'appelle la banque de sperme, ils disent, ah bah oui, je vous vois, vous êtes dans le fichier Excel, mais on n'a pas envoyé. Oh punaise. Ah d'accord. Bon, mais là, tu dois être hyper en colère. J'étais vraiment énervée et à ce moment-là, on reçoit un appel du médecin qui nous dit, en fait, Barbara a déjà ovulé, elle a ovulé plus vite que prévu, donc on peut quand même le faire, mais on n'est pas sûr que ça soit vraiment optimal. Et on s'est dit bon, en fait, finalement, les étoiles n'étaient pas alignées. Ouais, en fait, ils n'étaient pas alignés, ouais, c'est clair. Ouais. Finalement, va mieux pas. On va pas pousser, on va pas forcer le truc. Donc voilà. Mais du coup, pour le mois suivant, j'avais appelé 4 fois la banque en disant, vous êtes sûr que vous avez bien envoyé le truc? C'est bon, c'est parti. Tu m'étonnes. On a vérifié 15 fois. C'est sûr, c'est bon, hein. Et cette fois, c'est bon. Ouais, je leur avais quand même dit, écoutez, faites attention, quoi. Enfin, c'est une négligence qui quand même aurait pu nous coûter. Nous, ça nous avait un petit peu énervé quand même ce moment. Bah oui. Et donc au 3e essai, ça a fonctionné. Et Barbara est tombée enceinte du coup de notre petite fille. Waouh. 3e essai, c'est très honorable, hein. Donc voilà, on a quand même eu de la chance. Ouais. Enfin 3e essai, 2e réel essai, puisque le 2e on n'avait pas vraiment essayé. Et là, tu l'avais senti? Bah non. Là, par contre, j'étais persuadée qu'elle était pas enceinte. Là, non. J'étais revenue en disant, ouais, non, je le sens pas, ça va vraiment pas marcher. Quand on avait fait le test, j'étais là, à quoi bon faire le test alors qu'on sait que ça ne va pas fonctionner? Enfin. Ah ouais, t'étais vraiment défaitiste. Ouais, j'étais hyper défaitiste. Et en plus, Barbara, à ce moment-là, il se passait plein de trucs à son boulot qui la stressait beaucoup. Donc, elle était vraiment très concentrée sur le travail et vraiment stressée par le travail. Et je m'étais dit, bon, dans des conditions comme ça va jamais marcher. Elle est pas du tout dans l'optique. Enfin, à chaque fois, nous, on nous dit qu'il faut y aller détendu, qu'il faut se préparer un peu psychologiquement, mais là, c'était vraiment une boule de nerfs pendant les 2 semaines. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, bon, c'est sûr que ça marchera pas. Là, elle est pas du tout dans le mood pour tomber enceinte. Et comme quoi, ça veut rien dire. Bah, la preuve. Ouais, la preuve. C'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont en parcours et stressées. Même les gens qui sont très stressés, c'est pas parce qu'on est très stressé que ça marche pas. On peut être très stressé et ça marche. Ouais, ou qu'on vit une épreuve juste avant, non, ça peut passer. Ouais, exactement. Et des fois, c'est sur les cycles les plus bancals que ça passe. Ouais, exactement. Donc, bon, en tout cas, c'est... Donc, toujours y croire. Ouais, exactement. En tout cas, ouais, super que ça ait fonctionné au bout du 2e essai. Et alors, est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe la prise en charge d'une grossesse au Canada? Je suppose que c'est complètement différent de l'Europe. Ouais, alors au début, jusqu'à la fin du 1er trimestre, on est resté avec notre clinique. Ah oui, ils font le premier écho à 9 semaines. D'accord. Ils font le début du suivi de grossesse, ouais. Jusqu'au moment où la grossesse passe en grossesse confirmée entre guillemets, c'est-à-dire le passage de l'écho T1. D'accord. Donc on a fait une écho à 9 semaines avec eux. Écho de datation, mais du coup on savait exactement la date, juste pour vérifier que la croissance était dans les temps, que voilà tout allait bien. Et après on a trouvé un médecin pour la suite de la grossesse, donc qui a fait donc là on est passé par l'hôpital. D'accord. Et donc c'est un médecin qui nous a fait le suivi à partir de la T1 jusqu'à l'accouchement. D'accord. Et qui nous a accouché également. D'accord. Ah oui, d'accord. Lui, il va jusqu'au bout. Qui est médecin de famille. Ok. Mais qui est spécialisé dans les grossesses, etc. On a quand même pris quelqu'un je me doute. Je me doute. Et du coup, c'est un accouchement en clinique? Oui, à l'hôpital. Alors nous, moi déjà, j'ai fait aucune écho à cause du Covid. D'accord. Barbara a tout fait toute seule. Ah bah oui, ça c'est vraiment rageant. Ouais, ça c'était un peu dur. Le fait j'avais l'impression de vraiment pas participer à la grossesse. Bah oui. Alors bien sûr, j'y ai participé, mais j'ai l'impression d'avoir manqué tous les rendez-vous importants. Ce fichu Covid, ça n'a pas été facile. T'as pu être présente à l'accouchement? Barbara a accouché avec le masque. Oui, par contre, j'ai pu être présente à l'accouchement. Elle a accouché à l'hôpital. Tout s'est super bien passé. Et à l'accouchement, on nous a fait remplir le
le papier et on a mis nos 2 noms et on a été immédiatement ses 2 parents. Pas besoin de passer par l'adoption, Oh, pas besoin de c'est passer par des reconnaissances. Ça date de 2017 uniquement. Je pensais que c'était plus récent, que c'était moins récent, pardon. C'est une loi qui est passée qui s'appelle All Families Are Equal. Avant cette loi, il fallait que le 2e parent pour les couples du même sexe passe par Ah l'adoption. oui, comme nous en France en fait. Ouais, exactement. Et depuis cette loi, il part du principe que les familles homoparentales doivent avoir les mêmes droits que les familles hétéros. Et donc plus besoin de reconnaissance, plus besoin d'accouchement, plus besoin Ça, d'accoucher, si, quand même. mais plus besoin d'adoption, etc. D'accord. Donc j'étais directement considérée comme la maman d'Alba. Et oui, t'as même pas besoin d'aller à l'état civil, ça se fait. Enfin, si, je suppose que tu vas le déclarer, le bébé. On l'a fait en ligne, ouais. En ligne. Le Canada est tellement en avance sur nous. Ouais, on a tout fait en ligne depuis notre canapé, ce qui était quand même bien Ah, pratique. excellent. Et on a reçu tout quelques semaines plus tard. Donc ça, c'est vraiment génial. Et j'ai appelé après en France pour déclarer Alba, mais vraiment, vraiment innocemment, en disant ça va être super simple. Bah, tu venais d'un pays où tout était simple. Ouais, c'est ça, j'avais oublié à quel point en fait c'est pas partout pareil. Et ils m'ont dit qui est le papa? Et j'étais là, ah non, c'est une maman. Ah, et du coup, qui l'a porté? Bah c'est l'autre maman. D'accord, donc elle est française. Ah non, elle est espagnole. Ah d'accord, donc en fait Alba est pas forcément française là. Ah bon? Donc du coup, pour que Alba ait un passeport français, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'on fasse reconnaître notre mariage d'abord, parce qu'on s'est marié au Canada. Ah oui, d'accord, ok. Pour faire reconnaître le mariage, il nous faut un papier du coup, de l'Espagne, qui est un acte de naissance plurilingue de Barbara qu'on galère à avoir. Donc il faut d'abord qu'on arrive à faire reconnaître le mariage, ce qui est déjà une bataille. Ensuite, on va pouvoir faire un dossier qu'on va envoyer à Nantes au procureur qui s'occupe de ça et qui après devrait valider ou non le fait que je sois bien la maman d'Alba et que du coup Alba est bien française. Ouais. A priori, puisque la loi sur la PMA est passée en France, ça devrait pas poser de soucis. Non, ça devrait être plus simple qu'avant. Ça devrait être plus simple, ouais. Mais effectivement, ça passe par Nantes et c'est un jugement différent en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors que j'ai une copine française qui a accouché d'un petit garçon 10 jours avant nous et le petit garçon a eu le passeport français en 3 semaines. J'étais là, ah la chance. Mais elle a pas une femme espagnole. Ouais, c'est ça. Écoute, en même temps, t'as multiplié les difficultés. C'est vrai, on s'est quand même compliqué la vie. Non, mais c'est sûr que ces histoires d'administratif, ça finit toujours par se solutionner, hein, soyons clairs. Mais qu'est-ce que c'est prenant? Ouais, ça nous prend énormément de temps. Là déjà, on est dans les papiers pour la résidence permanente au Canada. Ah oui, en plus tu gères ça. Parce qu'on aimerait bien rester. Donc on s'est dit, ok, on fait d'abord la résidence permanente au Canada. C'est pas très grave, le passeport d'Alba attendra et après on se penchera là-dessus. Mais chaque chose en son temps. Mais surtout qu'Alba, techniquement, elle a un passeport et elle peut bouger. Enfin, tu vois. Oui, c'est ça. Là, on a passé 2 mois et demi en France et en Espagne pour les fêtes de fin d'année. Et elle est rentrée en France sans problème. En Espagne, pareil, il y a pas de souci. Oui, voilà. Donc c'est pas comme si elle était sans papier entre guillemets. Oui. Elle a son petit passeport canadien et bientôt elle va avoir l'espagnol du coup parce que pour l'Espagne c'est plus simple. Évidemment. Mais voilà, c'est toujours moi qui suis pas très papier. Là, c'est vrai que je me suis mise dans une situation où je me suis pas facilité la tâche. Ouais, bah, je comprends. Mais en même temps, l'amour n'a pas de frontières, j'ai envie de dire. Exactement. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. C'était une sacrée expérience, cette PMA au Canada. Alors, une expérience simple, mais pour nous, vu de l'extérieur, mais ça nous paraît être exotique, tu vois. Ouais, c'est exotique et en même temps, avec du recul, c'était vraiment. Enfin, on a eu de la chance parce que tout s'est bien passé d'un point de vue médical, mais aussi j'ai trouvé que l'accompagnement au Canada était vraiment top. Ouais. On a eu nos rendez-vous médicaux remboursés, on a eu un super soutien. C'est quand même vraiment normalisé là-bas. Moi, je me souviens quand Barbara était enceinte et qu'on faisait les boutiques ensemble, on me parlait toujours comme si j'étais la deuxième maman. Et c'était jamais la copine qui l'accompagnait en fait. Oui, c'était acté, c'est rentré dans les mœurs, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai l'impression que là-bas, enfin, j'ai jamais eu de problème. Bon, je dis à mon employeur, c'était génial. Enfin, j'étais pas la première en plus famille homoparentale dans mon bureau. Je veux dire, c'est vraiment. Et j'espère que c'est un petit peu une image du futur en France, quoi, que ce soit comme ça bientôt, parce que c'est vraiment agréable de sentir une famille à part entière, de pas avoir peur à chaque fois on dit bah oui ma femme, ma fille, et j'ai trouvé le parcours vraiment facile et j'espère qu'on se dirige
on se dirige vers ça en France. Ouais, j'ai envie de le croire. Honnêtement, j'ai envie de le croire. Mais c'est sûr qu'on a 30 ans de retard, hein, donc il va falloir les passer ces 30 ans pour que ça se normalise. Mais Mais ça va se faire. on y arrivera. Voilà, exactement. On va croiser tout ce qu'on peut croiser. Mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Louise, vraiment d'avoir partagé votre parcours et puis du coup la naissance de cette petite Alba. Merci à toi en tout cas. Et puis je vous souhaite en tout cas de pouvoir continuer à grandir votre famille, si c'est votre souhait, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'au Canada, ce sera plutôt très simple. Merci beaucoup. Je t'en prie. À très bientôt. Merci. Louise m'a précisé, hors micro, qu'en Ontario, au Canada, il est possible de lister jusqu'à 4 parents sur l'acte de naissance de l'enfant si un accord écrit a été établi entre les parents, et qu'avec un arrêté de la Cour, 5 parents et plus peuvent y être indiqués. Vous pouvez choisir le titre de père, de mère ou de parent pour chaque parent. Leur conseillère leur avait aussi précisé qu'elles pouvaient choisir leur nom de famille, et même en choisir un nouveau. Cette liberté qui est accordée aux familles de se construire librement est vraiment très enviable. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il vaut le coup d'être partagé, surtout n'hésitez pas, c'est ainsi que je gagnerai en visibilité et que le podcast évidemment gagnera en visibilité. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, sur Spotify essentiellement, et vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast, pour continuer la discussion autour de cet accès à la parentalité au Canada, ou en commencer de nouvelles. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.